Yo les amis, vidéo improvisée, il est 6h44, excusez ma voix de merde, parce que voilà, je pense que vous avez suivi mes péripéties peut-être dans les dernières vidéos. En tout cas, je vous propose ma compo d'équipe pour France-Suède, ma compo d'équipe idéale. Il y aura sans doute des vidéos plus écrites dans la journée, mais là il est 6h44. Voilà, ça m'est venu comme ça, comme une envie de pisser. Voilà. Bref. Euh, Dans les buts, Mike Maignan, bien évidemment. Le meilleur gardien du monde pour moi. Je comprends absolument pas les critiques qu'on lui fait depuis 2 ans. Bon, il n'y avait pas trop de doute à ce que je mette Mike Maignan titulaire, mais ça me paraît fortement logique. Il sort un gros match contre la Norvège, même en dehors de son penalty arrêté. Il fait 2-3 arrêts importants dans le match. Donc voilà. Euh, à droite, je vais mettre Lucas. Non, à gauche. Oui, à gauche. Je vais mettre Lucas Digne. Non pas que je trouve Théo Hernandez mauvais, loin de là, contrairement à ce que j'ai pu entendre à droite, à gauche. Mais juste, bah, je trouve que sur les 2 derniers mois de compétition, même si j'ai pas mal suivi la saison de Théo Hernandez et qu'il a été très bon en Arabie Saoudite, sans aucun problème. Euh, Avant la Coupe du Monde, pour moi, il n'y avait pas de débat et Théo Hernandez était titulaire. Forcé de constater qu'avec un peu de recul, sur les 2 derniers mois, sur les matchs importants, avec son club, Lucas Digne a été plus performant et même en équipe de France. Donc, Lucas Digne titulaire pour moi, même si ça reste pour Didier Deschamps, un petit pari quand même, étant donné ses apparitions sinusoïdales en équipe de France. Il n'a pas été là à toutes les compètes, malgré son énorme expérience. Mais voilà, là, Lucas Digne titulaire. Bien évidemment, en défense centrale, Upamecano. Voilà, très fort, rien à dire. Je le trouve fort depuis le début. Voilà, peut-être quelques erreurs de concentration, mais rien de d'alarmant pour moi, au moins jusqu'au quart. Voilà. S'il fallait trouver un moment où ça pourrait être dérangeant, ce genre de petites erreurs de concentration. Voilà. Et associé à Saliba, parce que même si parfois voilà, il a du mal à se mettre au même niveau qu'Arsenal, bah c'est les deux qui se connaissent. Je les pense capables de monter en puissance. Ils ont déjà fait des gros matchs à deux, même s'ils se comptent sur les doigts d'une main, même pas en équipe de France, mais ils se connaissent, il y a un certain équilibre. Je pense qu'ils ont travaillé pas mal de choses. En tout cas, ça s'est vu sur les deux matchs, sur lesquels ils ont joué ensemble dans cette Coupe du Monde. Donc, je pense qu'en fait, leur association va venir avec le temps. Et avec le temps, c'est dès le match face à la Suède, je pense. Donc, j'y vois pas d'inconvénient. En latéral droit, la logique sportive voudrait bien évidemment que je mette Warren Zaïre-Emery sans aucun débat possible. C'est actuellement derrière Gravenberch, le néerlandais, le joueur le plus complet du football actuel. Mais le petit bémol, c'est que Jules Koundé connaît parfaitement l'équipe
Et je pense que pour mettre en confiance Saliba et Upamecano, tout simplement, sans trop rentrer dans les détails, je pense qu'il faut un joueur qu'ils connaissent à leur côté. Je trouve que Jules Koundé est vraiment monté en puissance contre la Norvège, même si je trouve qu'on retrouve pas le Jules Koundé euh, qu'on avait vu avec parcimonie à l'Euro 2024, même si c'était pas toujours l'assurance tout risque, et qu'on avait vu surtout la saison dernière, mais je trouve qu'on a retrouvé un bon Jules Koundé. Donc en fait, je vois pas de problème à cette association-là, surtout avec les deux devants qui vont clairement monter en puissance et qui ont fait un gros match contre la Norvège, même si sur le plan défensif, j'attendais peut-être un peu plus de Tchouaméni, mais je pense qu'il n'y aura aucun problème contre la Suède. C'était juste le temps de se réapproprier l'association avec Manu Koné. Manu Koné qui a été encore une fois de plus énorme et qui bien évidemment, je voilà, je l'avais pas dit dans ma première vidéo sur l'équipe de France, mais bien évidemment postule à une place de titulaire depuis le début. Mais ça me paraissait tellement évident que je que je l'avais pas vu. Mes gros volumes. euh, il a une technique qu'aucun autre joueur dans le monde a, c'est-à-dire qu'il est capable de toucher des surfaces de pied quand il fait des passes avec ses pieds qu'aucun autre joueur est capable. Il a des enchaînements dribble-passe que personne a actuellement dans le monde. Euh, il est tellement fort défensivement qu'il ferait pas forcément tâche en défenseur central. Donc voilà. Donc titulaire bien évidemment. Et l'autre bémol que je voulais mettre, vous allez me dire, Thomas, si jamais ça tourne au vinaigre, est-ce qu'on peut remplacer les joueurs sur lesquels on a des doutes, notamment Saliba, Koundé et dans une moindre mesure, Lucas Digne? Oui, évidemment, rien n'empêche Didier Deschamps de faire des changements avant la mi-temps. Et bien évidemment que si tu mets Théo Hernandez, Lucas Hernandez, Maxence Lacroix ou j'ai plus de doutes sur Konaté, mais au niveau mental plus que footballistique, bien évidemment que ça ne devrait pas déséquilibrer l'équipe de France, surtout avec l'attaque qu'on a, qui, elle l'a prouvé par instant, est capable sur des petites séquences, du moins pas sur tout un match. Et ça va peut-être être le bémol quand on va affronter des plus grosses équipes, est capable de défendre. Donc quand la Suède, si jamais la défense coince, il y aura moyen de la faire évoluer avant la mi-temps et de demander plus de travail défensif à Tchouaméni et à notre attaque. Donc voilà, donc évidemment Tchouaméni, Koné au milieu de terrain. Et en attaque, pour moi, clairement, je pense que c'est un petit pari aussi au vu de sa faible expérience et de sa timidité par instant. Mais je trouve qu'en termes de qualité de passe, de défense, de course vers l'avant, de feinte de corps, il a été monstrueux. Et c'est un petit pari que je tente, mais je trouve que il a un plus gros volume que Barcola. Et donc, évidemment, dans une logique de repli en 4-3-3, face à une équipe comme la Suède qui est capable d'aller très vite et qui a des latéraux avec une capacité de passe qui peut être parfois excellente, je pense que Désiré Doué est le plus apte à tenir ce rôle.
Et donc, je mets Désiré Doué titulaire. En numéro 10, un joueur dont je ne suis pas méga fan. En tout cas, je le trouve bon, il n'y a aucun problème. Il faudrait être aveugle pour ne pas le voir. C'est Michael Olise, que je trouve loin d'être le meilleur joueur au Bayern, mais qui est un très bon joueur. Moi, je trouve que c'est un très bon joueur sans plus, mais chacun pourra critiquer ma position là-dessus. En tout cas, ce que je voulais dire, c'est que Michael Olise a prouvé définitivement qu'il avait sa place de titulaire et pour un petit moment, à mon avis, même si je trouve que euh, il aurait pu tenter plus de dribbles à certains moments contre la Norvège et c'est parfois un peu mon bémol dans son jeu. C'est-à-dire qu'il a parfois un jeu un peu trop à l'ancienne, qui le fait ne pas prendre beaucoup de risques dans les zones où il faut prendre des risques et inversement. C'est mon gros bémol concernant Michael Olise et c'est pour ça que je considère que c'est seulement un très bon joueur et pas le crack qu'on essaye de nous vendre. Même si évidemment les statistiques sont là, mais je rappelle que dans notre sport, les statistiques sont assez peu décidatrices, je sais pas comment on dit, décident assez peu d'un match finalement. Donc bien évidemment, énorme chapeau pour sa saison, mais je peux citer 8 joueurs au Bayern qui sont meilleurs que Michael Olise. 8, j'exagère un peu. 7, je peux en citer. Toujours est-il que il a été complètement énorme sur certaines séquences au niveau des dribbles, au niveau des passes, au niveau des courses, au niveau des combinaisons, au niveau des placements. Il fait une première mi-temps au niveau défensif complètement hallucinante. Et là, oui, je suis d'accord, je vois complètement le crack qu'il est. Mais en fait, deux trois matchs dans la saison, ça me suffit pas. Au vu de son potentiel, et c'est pour ça que je suis exigeant avec lui, j'en attends plus. Et ce que j'attendais en plus, et bah, grand bien lui fasse, et grand bien face à l'équipe de France, et grand bien me fasse. Je trouve qu'il a été très bon et au niveau auquel on l'attendait, tout simplement. Euh, et vrai âme de numéro 10 quand, quand l'équipe de France a besoin d'amener le ballon sur les ailes. Et par contre, ça manque dans le football actuel, ça manquait dans l'équipe de France depuis la fin de l'Euro 2024. J'associe pas forcément ça pour le coup au départ de Griezmann, mais à la refonte de cette équipe de France. Je trouve que ça manquait d'un joueur un peu dans l'âme voilà, de métronome du jeu. Et je trouve que pour le coup, certains vont me dire que je déconne carrément, mais je trouve qu'il n'y a pas photo avec Ryan Cherki, qui est un excellent potentiel, mais dont malheureusement le jeu n'est fait à 70% que de facéties et de choses inutiles. Et malheureusement, il a eu son opportunité de prouver le contraire face à la Norvège, mais il n'a été le décideur d'aucune action. Et ça, c'est un bémol pour que des gens se disent, oui, Ryan Cherki peut être mon titulaire. Ryan Cherki est pour l'instant une sorte de clown très agréable à regarder et qui peut être un vent de fraîcheur dans le futur pour Manchester City et dans une moindre mesure parce que ça prend du temps pour l'équipe de France. Mais malheureusement, si ça n'avait tenu qu'à moi, je n'aurais pas pris Ryan Cherki dans cette liste. Je ne sais plus quelle était ma liste de départ, mais j'avais un autre profil
qui collait plus à l'équipe de France que Ryan Cherki. Et malheureusement, même s'il avait très peu joué contre cette équipe, mais je ne sais plus si c'est contre l'Irak ou le Sénégal, mais une des deux entrées, en tout cas, enfin le match dans lequel il est rentré, et je suis à peu près sûr que c'était contre le Sénégal, j'avais trouvé qu'il y avait trop de trucs inutiles, de gestes inutiles dans son jeu. Et j'avoue que j'ai un peu de mal à comprendre la hype autour de Ryan Cherki, sachant que par rapport à ce qu'on attendait et par rapport à ce qu'il représentait quand il arrive à Manchester City, c'est-à-dire en immense crack à la Kylian Mbappé quand il arrive au Paris Saint-Germain, moi je trouve que sa saison, elle est tout ce qu'il y a de plus moyenne. Et pour moi, même si par certains aspects on pouvait être déçu de la première saison de Kylian Mbappé au PSG, ce que je n'étais pas du tout, la saison de Kylian Mbappé au PSG, la première saison, est largement au-dessus, et quand je dis largement au-dessus, c'est un euphémisme, de celle de Ryan Cherki à Manchester City. Donc, pour ceux qui voudraient faire éclore un débat entre Michael Olise et Ryan Cherki, qui sont deux joueurs sur lesquels j'aimais pas mal de bémols, pour moi, en revanche, ok, j'aimais pas mal de bémols, mais il n'y a aucune photo entre Michael Olise et Ryan Cherki. Michael Olise titulaire tous les jours. Là où il y a plus débat, et je suis tout à fait d'accord, et je l'ai dit de toute façon, c'est Désiré Doué Barcola. Et si vous avez des arguments en faveur de Barcola, faites-les moi savoir, bien évidemment, en commentaire. Euh, et si vous avez des arguments en faveur de Ryan Cherki aussi d'ailleurs. Mais pour moi, il n'y a absolument pas débat. Euh, Sinon, il a enfin pris la mesure de son poste, mais on en parlera peut-être dans une vidéo plus complète. C'est Ousmane Dembélé, bien sûr, un des meilleurs joueurs du monde sur cette dernière année et demie. J'ai pas dit le meilleur joueur du monde parce que pour moi il y en a au-dessus, mais voilà. Et comme Kylian Mbappé fait les efforts défensifs et ne loupe quasiment aucun geste. Il a dû louper deux gestes, trois max depuis le début de cette Coupe du Monde. Bien évidemment, en pointe, je vais pas vous faire un dessin. Donc, j'ai pas précisé, mais Dembélé sur le côté droit, bien évidemment. Et peut-être que dans l'absolu, Désiré Doué serait meilleur de l'autre côté. Mais en tout cas, pour pas désorganiser l'équipe au milieu de terrain, Doué côté gauche et Dembélé côté droit. Et bien évidemment, j'ai pas besoin de le préciser. Le troisième meilleur buteur de l'histoire de la Coupe du Monde, le meilleur buteur de l'histoire de l'équipe de France, le meilleur passeur de l'histoire de l'équipe de France, Kylian Mbappé, The Nine, la Tortue Ninja, le casseur de d'ischio-jambier, le démolisseur de but, le chaloupeur, le tueur dans la surface, le multi-surface de pied, le multitâche, le passeur de génie, euh, le, le lecteur de mouvements et d'appels arrondis autour de sa zone. Tu viens pas dans ma zone, ici c'est ma zone. Le meneur de jeu excellent qu'il peut être parfois, même si évidemment il n'a pas les capacités, en tout cas en équipe de France, dans cette Coupe du Monde, de jouer numéro 10, mais je trouve qu'un truc qu'on sous-estime beaucoup trop, c'est sa capacité à être un numéro 10 et à distribuer le jeu. Euh, voilà le meilleur joueur quand il s'agit de faire des transversales en rupture pour casser le rythme du match. Euh,
et un des meilleurs passeurs dans les demi-espaces, dans les phases de transition. Voilà, Kylian Mbappé est titulaire. Et bien évidemment, j'ai pas besoin de le préciser, même s'il a l'air très très fatigué. Mais le retour de notre ami Deschamps sur le banc, c'est un plaisir de le revoir. Et petit mea culpa de ma part, petit disclaimer. Voilà, j'ai pu clasher Didier Deschamps dans mes dernières vidéos en lien avec l'attitude qu'il avait pu avoir sur le banc. Je m'en excuse étant donné qu'à ce moment-là, sa mère était peut-être déjà dans un état critique. Voilà, mais sur le coup, je ne pouvais pas le savoir. Donc, je veux m'en excuser. Et sinon, pour revenir sur le match de la Norvège, grosse erreur défensive en grosse difficulté les 20 premières minutes. Beaucoup d'erreurs de placement défensif tout simplement et quelques pertes du duel qui contre les autres équipes sont pas préjudiciables mais qui contre l'équipe de France te mettent la tête dans le seau et au bout d'un quart d'heure c'était une boucherie le match et, euh, et donc voilà. Et en fait, sinon, énorme match de leur part, vraiment. Donc attention, si les remplaçants norvégiens sont capables de fournir ce match, ça veut dire que les titulaires peuvent être très très chauds. Et si vous me posez la question à l'instant T, mais j'ai pas suffisamment réfléchi à la question, pour moi la Norvège bat le Sénégal en 16e de finale. J'ai même envie de dire sans trop sourciller, sans trop. Je serais pas étonné qu'ils gagnent contre le Sénégal, n'importe quoi, contre la Côte d'Ivoire. Et je serais pas étonné ils en mettent un gros score. Donc voilà, j'ai pas de problème à le dire, en tout cas à l'instant T. Peut-être qu'avec le recul, si. Mais, euh, mais voilà. Pardonnez ma fatigue. Et, euh, et non, qu'est-ce que je voulais dire? Super fin de corps sur le but qu'il marque. Et ouais, non, sinon ils ont été complètement énormes dans tous les compartiments du jeu. De la 20e ouais, à la fin du match, clairement. Et voilà, superbe but de leur part et énorme match d'un joueur, je ne sais plus son prénom, mais Thordveit. Voilà, il a été absolument incroyable tout le match. Et bon, je pense qu'il peut prendre sa place de titulaire contre la Côte d'Ivoire. Donc voilà, chapeau norvégien quand même. Voilà, grosse débauche d'énergie et franchement, même d'un point de vue pur divertissement, elle est super intéressante à regarder. Et ouais, il y a plein de trucs à analyser sur leur match en vrai. Mais enfin, faudrait rentrer dans les détails de leur précédent match. Mais super intéressante comme équipe. Voilà. C'est dire la force de cette équipe de France qui colle 4-1 à une excellente équipe de Norvège. Donc si avec ça on passe pas les 16e, c'est que voilà, je sais pas. Lucas Digne a glissé sur une peau de banane et a fait glisser Manu Koné dans l'hôtel. Voilà, c'est dire la force de cette équipe de France.